Bonsoir. Aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est de savoir s'il y a quelque chose de nouveau dans ce qu'on appelle les nouveaux risques. Après tout, le principe de précaution n'est pas une norme qui a été inventée cette année, mais qui est relativement récente. Cette innovation était-elle nécessaire du fait de la qualité des risques qu'on avait désormais à prendre en compte ? Ou bien s'agit-il d'une nouvelle perception que nous avions de la question du risque qui nous a amené à formuler ce principe ? Pour explorer cette question de la nouveauté et fixer des repères historiques, nous avons deux intervenants ce soir, un philosophe et un politologue. Le philosophe, c'est Dominique Bourg. Je crois que son nom est bien connu. Il dirige un centre de recherche interdisciplinaire sur le développement durable à l'Université technologique de Troyes. Et il a écrit de nombreux ouvrages, seul ou en collaboration, autour de la question des risques et du principe de précaution. Claude Gilbert, le politologue, anime depuis plusieurs années le programme Risques collectifs et situations de crise du CNRS, devenu plus récemment un GIS, c'est-à-dire un groupe d'intérêt scientifique sur le même thème. C'est donc un spécialiste, je dirais, de la construction politique de la question du risque. Et c'est avec ce double éclairage philosophique et politique que l'on va essayer de répondre à la question posée. Qu'y a-t-il de nouveau dans les nouveaux risques ? Alors, le premier à intervenir, c'est Claude Gilbert. Je ne sais pas si c'est du tirage au sort ou la négociation, mais... Oui, c'est un peu hasardeux comme choix. Donc, en tout cas, tous les deux, aussi bien Dominique Bourg que moi-même, nous allons tenter chacun avec nos grilles de vous donner, de tenter finalement de situer les nouveaux risques. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir comment on peut confronter ces grilles, enfin, qu'est-ce que ça peut donner. Alors, me concernant sur l'interrogation sur les nouveaux risques, qu'on appelle aussi les risques potentiels, les risques émergents, il y a différents types de façons de les situer. Je le ferai à travers l'évolution situer tout cela finalement dans le cadre des risques collectifs, à partir de l'évolution de l'approche des risques collectifs. Alors, je ne sais pas comment ça marche, je vais peut-être mettre ça en route d'abord. Gilbert, c'est là, je crois, j'imagine. Oui, ils sont les deux en bas. C'est ça ? Oui. Ça y est, c'est parti. Ok, c'est bon. Donc, à partir de l'évolution de l'approche des risques collectifs depuis une trentaine d'années, à travers l'évolution des modes de gestion qui correspondent à chacun de ces différents types de risques collectifs, et ensuite à partir des débats autour des risques collectifs. Alors, à très grands traits, et de façon extraordinairement schématique, je crois qu'on peut distinguer trois périodes. Les dangers ou risques classiques, qui nous renvoient en fait à la période jusqu'aux années 60-70. Ensuite, l'émergence des risques majeurs dans les années 70-80. Et ensuite, l'émergence des nouveaux risques, aux risques potentiels émergents, à partir des années 80-90. Donc on peut commencer par voir quelles ont été les différentes approches des risques collectifs. Donc jusqu'aux années 60-70, ce qu'on entend par risque collectif, les approches, ce sont des risques qui sont identifiés à travers des catastrophes naturelles, des épidémies, des accidents industriels, des accidents de transport, des accidents aussi dans des lieux publics. Alors on peut donner quelques exemples, certains un peu lointains, les inondations du Gard par exemple en 1958, 36 morts, le barrage de Malpasset qui doit encore évoquer un certain nombre de choses pour certaines personnes ici, en 1959, 421 morts, un tremblement de terre d'Arrête dans les Basses-Pyrénées en 67, 40 morts, donc ce sont dans le domaine des risques naturels. Dans le domaine des épidémies encore très importantes, les épidémies de grippe, 68, entre 18 000 et 30 000 morts, suite à la grippe de Hong Kong. Des accidents industriels, celui qui est le plus emblématique probablement, c'est l'accident de Feyzin, la raffinerie de Feyzin, 18 morts en 66. Pour ensuite des accidents de transport, l'accident du Boeing d'Air France en 62, 130 morts, à Villeneuve-le-Roi.
accident de train, Vitry-le-François, 26 morts. Donc un certain nombre d'accidents, de catastrophes, de phénomènes naturels. Avec comme caractéristique, ce sont les conséquences des événements avec des conséquences graves pour les hommes, les biens, voire la société, mais qui sont liés à des événements précis et qui ont des répercussions limitées dans le temps et dans l'espace, en tout cas considérées comme telles. Ce sont aussi des événements qui font l'objet d'une gestion via des procédures de mise en risque. C'est une formule que l'on doit à François Ewald. C'est-à-dire que les dangers sont mis en risque, sont domestiqués à travers des procédures simples. C'est-à-dire qu'on peut identifier des causes. On peut déterminer l'occurrence des accidents, des catastrophes, des événements par un effort statistique. On peut aussi évaluer les pertes et dommages. On peut envisager quelles sont les conséquences de ces événements. Et on peut mettre en place un système de réparation. Donc progressivement, de différentes façons, à travers les différents types de risques, une gestion est envisageable. Par ailleurs, ce sont des événements dont les crises sont limitées. C'est-à-dire que les dangers sont considérés comme extérieurs. Il y a une faible accusation des autorités. Et d'une façon générale, on reste dans un champ d'acteurs relativement limité. Donc ça, c'est l'approche, je dirais, qui valait d'une façon majoritaire, à très grands traits, jusqu'aux années 60-70. Ensuite, on passe à d'autres types. Il y a une autre approche du risque collectif qui tend à devenir dominante, c'est l'approche via les risques majeurs. Alors, les risques majeurs ont été reconnus suite à des accidents particulièrement graves ou parfois même des alertes, simplement. Dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du transport maritime, dans le domaine des catastrophes naturelles, et surtout ce sont des incidents où la notion de complexité, d'interdépendance et de vulnérabilité interne deviennent des éléments forts. Là encore, quelques exemples. Flixborough en 1974, dans la chimie, grave en Angleterre. Swimall Island, une alerte très très grande, très importante relative à l'exploitation du nucléaire. Dans le domaine toujours industriel, Mexico 1984, une raffinerie, pas une raffinerie, un entrepôt de gaz, là encore avec des problèmes importants. En ce qui concerne le transport maritime, Torrey Canyon, le Cocadis, le Tagno, tout ça, 67, 68, 80. Le Mont Louis aussi, avec extrafourrure d'uranium. Dans le domaine des catastrophes naturelles, là encore des catastrophes naturelles un peu nouvelles, c'est-à-dire Mexico 1985. Pourquoi elles sont nouvelles? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a là véritablement le phénomène naturel compte, mais pas plus que les vulnérabilités propres. Donc cette notion de risque majeur qui émerge fortement dans les années 70-80. Alors les caractéristiques des conséquences graves pour de larges collectivités, voire la société, et parfois aussi des conséquences sans limite précise dans l'espace et dans le temps. Et bien évidemment, là, j'ai oublié de le citer, Tchernobyl, qui marque véritablement, je dirais, ce qu'est le risque majeur. Quand on dit sans limite véritablement dans le temps, c'est-à-dire que ce sont des contaminations extrêmement durables, des effets reportés, des dommages économiques parfois très 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 longs, je songe notamment aux risques naturels. Alors en ce qui concerne le traitement, on est à la limite de ce qui peut être géré dans le cadre du risque, dans la mesure où les causes sont très multiples. Il y a un croisement entre aléas et vulnérabilité. Il est extrêmement difficile de resituer ces événements dans un effort statistique. On ne peut pas aisément les probabiliser. Et très vite, les systèmes de réparation s'avèrent insuffisants. Par ailleurs, ce sont des événements qui sont associés à des crises très importantes. Des crises pendant l'événement, très difficiles à gérer, mais des crises aussi après l'événement, puisqu'il y a des accusations extrêmement fortes, notamment en direction des autorités. À partir des années 80-90, on appréhende les risques collectifs de plus en plus à travers les nouveaux risques potentiels, risques émergents. Alors ils sont reconnus à travers un certain nombre d'épisodes, un certain nombre de situations très emblématiques. Le virus du sida, notamment ce qui est lié à la transfusion sanguine, les problèmes de l'hormone de croissance, les problèmes qui sont liés aux innovations
scientifiques, et ça c'est les années 80, 90, tout cela, les OGM, la téléphonie mobile, qui sont liés à la chaîne alimentaire, la maladie de la vache folle, qui sont liés aux problèmes environnementaux, tout ce qui s'est joué autour de la dioxine, qui nous vient de loin, parce que ces vaisseaux étaient liés, aux nouveaux virus, le SRAS, etc., qui sont liés aussi au mode de vie, à des modes de fonctionnement, tout ce qui se joue autour de la légionellose. Les caractéristiques de ces nouveaux risques, ils ont des conséquences effectives ou potentielles, graves, immédiates ou reportées, pour de larges collectivités et des environnements, avec parfois des impacts au niveau mondial. Et ils sont considérés, certains d'entre eux sont porteurs d'atteintes considérées comme irréversibles à l'humanité, l'environnement et le vivant. Et là, on échappe complètement à la notion de risque, ou très largement, puisqu'on est moins en présence de risques que l'on peut domestiquer, traiter, qu'en présence de menaces, c'est-à-dire qui allient des dangers graves avec des incertitudes. Par ailleurs, ces nouveaux risques sont associés à des crises importantes, longues, qui sont liées aussi bien à des événements qu'à l'éventualité d'événements, avec des remises en cause d'autorités et d'experts. Donc vous voyez, on a un certain nombre de glissements qui s'opèrent dans la façon dont on désigne les risques collectifs. Et bien évidemment, il y a un phénomène de juxtaposition, puisque les visions des nouveaux risques se succèdent, mais s'entremêlent un petit peu. Alors tout cela correspond, cette évolution des modes d'appréhension s'accompagne d'une évolution dans la façon de concevoir la gestion de ces problèmes. On peut les désigner comme ça, puisque certains sont des risques, d'autres sont des menaces. En ce qui concerne le mode d'appréhension, le mode de définition de la gestion des risques que on peut définir de classique, on se situe en fait dans une référence à des risques qui sont considérés comme extérieurs. En fait, il y a une grande confusion qui s'opère dans la façon de définir entre risque et aléa. On peut prendre par exemple l'exemple des risques naturels. Le risque se confond avec le phénomène naturel. C'est une conception d'extériorisation des risques qui est quand même très prédominante. En ce qui concerne le mode de connaissance, celui-ci repose essentiellement sur une instrumentalisation des techniques et des sciences qui va de soi, qui ne pose pas problème et qui permet de désigner ce qui est un peu considéré comme un ennemi. En ce qui concerne les modes d'organisation, et c'est assez logique, on parle en termes d'organisation de défense. Et ce sont des défenses qui sont organisées par l'intégration des connaissances dans les règles et par les mises en œuvre des règles dans les politiques de prévention, de gestion des crises, de réparation, etc. Et tout cela va de soi, c'est-à-dire qu'il semble relativement aisé de passer de la connaissance à la règle et de la règle à l'application de la règle, tout ça pour contenir un danger qui est réputé extérieur et qui est assimilé à un ennemi. Concernant les populations concernées par les dangers, par les risques, elles sont appréhendées comme des populations à protéger, à contrôler. Il y a toujours cette idée du débordement, de la panique qui est omniprésente dans ces conceptions, et à rassurer. Quant aux acteurs, c'est un cercle d'acteurs assez restreint, les décideurs, au sens très large du terme, dans le monde de l'économie, dans le monde de la politique, dans le monde de l'administration et les experts. Avec les risques majeurs, on change de type de référence, c'est-à-dire qu'on fait référence à des risques extrêmes, rares et graves. Et on insiste beaucoup sur l'importance des facteurs endogènes. C'est-à-dire que le risque se comprend sur effectivement le croisement entre l'aléa et la vulnérabilité. Par ailleurs, et ça c'est un point important qui va surgir et qui ne va plus quitter l'univers des risques, l'hypothèse du pire est toujours très présente. À un tel point d'ailleurs que dans les politiques qui sont mises en œuvre, l'hypothèse du pire, la référence à l'accident le plus pénalisant, c'est quelque chose, j'allais dire, qui marque très 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 fortement les risques majeurs. Là encore, la connaissance peut se faire par l'expertise technique et scientifique, mais avec une intégration des vulnérabilités internes. Techniques, bien entendu, mais celles qui sont liées aux facteurs humains, ceux qui sont liés aux facteurs organisationnels. Donc c'est moins, l'ennemi se trouve encore considéré comme à l'extérieur, mais aussi beaucoup comme à l'intérieur, et ça change assez considérablement les choses, notamment dans les modes d'action. C'est-à-dire que le mode d'action, là encore, passe par le renforcement des défenses, mais on insiste de plus en plus sur
tout ce qui peut renforcer les capacités de défense interne, on peut dire, les démarches qualité, les retours d'expérience, les cultures de sécurité. Et par ailleurs, on devient extrêmement attentif à ce qui annonce un événement rare mais très grave, ce qu'on appelle habituellement les précurseurs. Quant aux populations, elles sont prises en compte comme des populations à informer, à associer aux politiques de prévention, de gestion de crise, et essentiellement par la voie de la communication. Quant aux acteurs, toujours essentiellement les décideurs, les experts, mais on intègre de plus en plus la dimension locale, territoriale dans la gestion des risques. En ce qui concerne la gestion des nouveaux risques, là encore un glissement important s'opère dans la façon de concevoir la gestion, dans la mesure où on fait une référence à des menaces, donc danger grave plus incertitude, menaces tant immédiates qu'à long terme, tant localisées que globales. La production de la connaissance aussi diffère, puisqu'il est question d'expertise plurielle, puisqu'il est question d'une connaissance par des débats scientifiques contradictoires, souvent interdisciplinaires, et ça c'est un phénomène vraiment nouveau, qui implique la recherche fondamentale, et la recherche fondamentale aux limites de la connaissance. En ce qui concerne l'action, on insiste beaucoup sur le renforcement des capacités de vigilance et d'alerte, et surtout, et c'est le thème, je crois, de l'ensemble de ces conférences, sur un changement de modalité d'action à travers le principe de précaution. En ce qui concerne les populations, il y a une prise en compte de populations concernées comme des populations à protéger, à informer, mais aussi à associer dans le cadre de concertation, d'expertise à travers différents types de dispositifs. En ce qui concerne les acteurs, ce sont les décideurs, les experts, et avec ce qu'il est convenu d'appeler les parties prenantes. Donc vous voyez, à des conceptions différentes des risques collectifs, correspondent aussi des conceptions différentes de modes de gestion. Parallèlement à tout cela, des débats se sont développés, et je crois qu'il est important aussi à chaque fois de caractériser risque par risque la nature des débats. Avec les risques classiques, les autorités, les experts sont peu questionnés. Ils sont de fait reconnus comme les gardiens légitimes de la sécurité. De même, la pertinence et l'efficience des politiques en matière de sécurité est reconnue. Il y a ce qu'on appelle un phénomène de délégation de responsabilité à ceux qui sont formellement en charge de la sécurité. Et je dirais qu'on n'entre pas trop dans la façon dont ils organisent ces politiques. Par là même, les débats sur la sécurité sont confinés dans un cercle de spécialistes, et on peut dire que c'est de façon sporadique, à l'occasion d'accidents plus importants que les autres, Faisin, etc., mal passés, de catastrophes, que des débats publics s'ouvrent mais se referment pour revenir ensuite dans des cercles spécialisés. Avec les risques majeurs, les choses sont différentes. Avec les risques majeurs, les autorités sont questionnées, mais confortées dans leur rôle. Et c'est là le paradoxe. C'est-à-dire qu'on les reconnaît comme responsables de la sécurité, mais on reconnaît aussi qu'elles peuvent, parce qu'elles ont le pouvoir, parce qu'elles ont les savoirs, a priori, elles peuvent assumer ces responsabilités. Donc c'est paradoxal, un questionnement critique, parfois très important, mais aussi une reconnaissance du rôle de ces autorités. Par contre, il y a des interrogations sur la volonté d'engager des politiques éliminant les risques majeurs, pour différentes raisons, parce que les autorités, dit-on, sont soumises à des intérêts contradictoires, maintenir l'économie, tenir compte finalement des aspects financiers, etc. Donc il y a là cette interrogation sur leur volonté réelle. Par ailleurs, il y a aussi des interrogations sur leur volonté de faire tout ce qu'elles pourraient faire pour éviter aux personnes exposées de subir les effets des risques majeurs. Donc les débats sur la sécurité ont cette caractéristique, c'est que cela alterne entre des débats dans les cercles de spécialistes, qui sont de vrais débats au sein de l'administration, avec l'expertise, etc. Et puis des débats publics
avec des interventions de plus en plus importantes d'ONG, d'experts indépendants. Les débats sur les nouveaux risques sont assez différents, puisque dans ces cas-là, les autorités sont fortement critiquées, fortement dénoncées, mais là encore, c'est un paradoxe, largement confortées dans leur rôle de responsable de la sécurité. En fait, il est considéré que les autorités devraient pouvoir, devraient savoir, devraient faire le maximum. Par contre, il y a des interrogations très fortes sur leur volonté d'agir et plus encore sur leur capacité de répondre aux nouvelles menaces en mettant notamment des dispositifs adéquats pour traiter ces menaces sur le plan de la connaissance et de l'action. Notamment, il y a des interrogations sur leur capacité à développer des connaissances, de nouveaux types de connaissances, de nouvelles façons de produire la connaissance qui sont à la limite, je dirais, de la production classique de la connaissance. Il y a des interrogations sur le fait d'assumer pleinement toutes les conséquences en termes d'action du principe de précaution. Et puis il y a encore des interrogations encore plus fortes sur le fait de vouloir vraiment impliquer les parties prenantes dans les politiques de gestion des risques. Concernant ces débats, ce sont des débats publics, avec des controverses scientifiques très importantes, des polémiques très fortes, des mises en accusation, des références aussi à des valeurs et à des principes fondamentaux, des références aussi à l'ouverture de grands débats sur la science, sur la démocratie, sur les modalités de changement de la science et de la démocratie en même temps. Là encore, donc, vous voyez, on passe d'un débat à débat, des débats de plus en plus critiques. Par ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a une confusion qui s'opère entre ces différents débats, mais surtout, les débats sur les nouveaux risques, sur les risques potentiels, tendent à se confondre de plus en plus avec le débat sur les risques. Pour le dire autrement, parler des risques aujourd'hui se fait de plus en plus à travers la grille des risques émergents, des risques potentiels, ce qu'on appelle ce soir les nouveaux risques. Partant de là, et j'en viens à ma conclusion, la question des nouveaux risques suscite de très nombreuses interrogations. La première concerne la place et l'importance effective de ces risques par rapport à l'ensemble des risques pesant sur les collectivités. De fait, si on prend comme statistique finalement les morts d'hommes, les dommages matériels, les choses de ce type, les risques classiques et les risques majeurs sont ceux qui sont encore les plus coûteux en termes humains et en termes matériels, et de très loin. Les nouveaux risques, qui sont peut-être les plus graves, et surtout je dirais les risques de seconde génération, ceux dont on parle le plus aujourd'hui, sont des risques qui sont peut-être très graves à terme, mais qui sont extraordinairement virtuels. Donc il y a là quelque chose d'un petit peu compliqué, dans la mesure où aujourd'hui les interrogations, les attentions, les débats se portent de plus en plus sur les nouveaux risques, au détriment de risques beaucoup plus classiques. Par exemple, si vous voulez, je vous prends un cas dans le domaine de la recherche. Nous avons eu une catastrophe importante, industrielle, à Toulouse. Eh bien, on peut dire que dans le domaine de la recherche, ce n'est pas un objet d'intérêt. Ce n'est pas sur ces questions-là que l'on travaille. On va beaucoup plus travailler finalement sur des choses beaucoup plus hypothétiques, beaucoup plus virtuelles, qui posent la question de comment fabriquer la connaissance, comment fabriquer l'action, quels sont les systèmes de valeurs, etc. Donc s'opère une hiérarchie dans les intérêts dans la science, mais ce sont aussi les intérêts du côté du politique, ce sont aussi des intérêts du côté du médiatique, qui posent malgré tout question. En ce qui concerne les effets de cette focalisation dans le mode d'approche, on peut voir des effets positifs et les effets qu'on peut qualifier négatifs. Les effets positifs, c'est qu'au fond, les nouveaux risques nous obligent à revisiter la façon dont on appréhendait les risques classiques et les risques majeurs. Notamment, on s'aperçoit que dans le traitement classique des risques classiques et des risques majeurs, on pensait pouvoir réduire effectivement l'incertitude. Or, on s'aperçoit que la procédure de mise en risque ne réduit pas autant qu'on le pense l'incertitude. Par ailleurs, ça pose la question aussi des conséquences.
dans les approches liées aux risques classiques, voire même aux risques majeurs, et surtout les risques classiques, on pense qu'une fois qu'un accident s'est produit, ma foi, il est limité, il est borné et on peut le clôturer. Aujourd'hui, grâce à l'attention que l'on porte aux nouveaux risques, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des effets beaucoup plus persistants qu'on l'imagine. Je reviens sur Toulouse. Si nous avions traité Toulouse dans les années 60, l'affaire serait close. Aujourd'hui, elle n'est pas close. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des effets en termes de santé publique, en termes d'impact sur l'économie, en termes d'impact sur l'environnement, qui sont beaucoup plus, en termes d'impact psychologique, sans parler finalement les atteintes physiques, qui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus importantes qu'on l'imagine. Et ça, je dirais, c'est ce nouveau regard que nous avons sur les risques qui permet d'en prendre compte. Par contre, ce qu'on peut considérer comme peut-être négatif, c'est que nous avons une tendance à traiter des questions qui relèvent du risque, qui peuvent donc être contrôlées, limitées, avec une certaine clôture malgré tout, comme des incertitudes. Ce qui fait qu'un certain nombre de risques qui pourraient être effectivement l'ordre du gérable sont traités comme si ils étaient de l'ordre du difficilement gérable, voire du non gérable, comme des incertitudes. Et cela pose un peu problème. Et ça, c'est la conséquence de notre lecture des risques, de tous les risques, à travers essentiellement la question des nouveaux risques. De même, on peut s'interroger sur les effets positifs et négatifs de la conjonction des débats contemporains sur les nouveaux risques et sur les débats sur la société, la science, la démocratie. L'intérêt, et on le sait bien, c'est que grâce à cela, je dirais, les risques sont maintenant bien inscrits, complètement inscrits dans les débats, dans les agendas. C'est-à-dire que c'est une question que l'on prend effectivement en compte. Le problème, et c'en est un, c'est qu'aujourd'hui, on monte très très rapidement, comme disent les sociologues, en généralité. C'est-à-dire que tout risque, qu'il soit classique, majeur ou nouveau, enclenche automatiquement de très grandes interrogations sur la science, la démocratie. Et là encore, la question se pose, est-ce que tous les risques prêtent à des débats fondamentaux, à des débats avec des valeurs importantes, avec des débats sur les questions d'éthique? Est-ce que certains d'entre eux ne relèvent-ils pas de débats techniques, si l'on peut dire? Et là encore, il y a des interrogations. Donc pour conclure, 3 interrogations, ou 2 alternatives. Est-ce que parler de nouveaux risques, est-ce que c'est une manière de désigner une forme contemporaine extrême des risques collectifs, spécifiques? Est-ce que aussi, ce n'est pas une manière de plus en plus courante de mettre en forme des problèmes, de mettre en forme des risques? Est-ce que finalement donner un caractère extrême à l'ensemble des risques, qu'ils soient classiques, majeurs ou effectivement nouveaux, est-ce que ce n'est pas une façon, je dirais, de leur permettre d'être sur l'agenda, de leur donner effectivement de l'importance? Mais aussi, et ça c'est une autre tendance, des problèmes qui ne relèvent pas nécessairement des risques sont de plus en plus appréhendés en termes de risques et sous l'angle des risques potentiels. Par ailleurs, c'est une autre question, c'est une question de politiste. Est-ce que par hasard aussi, les risques, et notamment les risques potentiels, ne serait pas une façon de réintroduire la dimension politique dans les sociétés contemporaines, et à tous les niveaux? Lorsque, par exemple, vous vous situez dans le domaine des risques classiques, ou dans le domaine des risques, y compris dans le domaine des risques majeurs, au fond, chacun est à sa place. Les autorités sont à la place, les experts sont à leur place, et la population à leur place. Quelle place? Une place conventionnelle. À partir du moment où on s'interroge sur, après tout, est-ce que ceux qui ont le pouvoir ont autant le pouvoir qu'ils le disent? Est-ce que ceux qui ont le savoir l'ont autant qu'ils le disent? Et quid de la population dans tout ça? On pose en fait des questions de société, des questions politiques, en disant comment sommes-nous organisés, comment sommes-nous partagés, quels sont nos systèmes de valeurs, etc. Et on s'aperçoit que de plus en plus de revendications et d'interrogations sur ce que nous sommes, sur notre vie collective, sur la façon dont nous devons nous organiser, sur les droits et devoirs de chacun, passe aujourd'hui par des questionnements sur les risques. Ce qui veut dire qu'à travers les risques potentiels, où il y a beaucoup d'incertitudes, donc beaucoup d'ouverture sur les questionnements, c'est en fait ce qu'on peut appeler des attracteurs de débat, des attracteurs de revendications et des attracteurs du politique. Et cela,
Là encore, c'est une interrogation que nous devons avoir. Je vous remercie. Merci. Oui, peut-être, oui. Alors, avec tout ce que j'ai, c'est peut-être pas évident. Excusez-moi. Bonsoir. Je vais, quant à moi, vous proposer une forme différente, mais en fait complémentaire, nullement contradictoire ou même contraire, mais disons non pas chronologique, mais avec une prétention, parce que c'est pas toujours évident, avec une prétention systématique, essayer d'offrir une sorte de typologie systématique des risques. Alors avant d'en arriver là, je voudrais tout d'abord revenir sur la définition que j'aimerais donner au risque. J'essaierai de partir de la définition la plus générale possible, et j'entendrai par risque un système susceptible de produire des dommages. Et cette définition est volontairement très générale parce qu'elle permet d'inclure des phénomènes qui ne relèvent pas de l'accident. Or, me semble-t-il, certains risques aujourd'hui majeurs, il vient d'ailleurs d'y être fait mention par Claude Gilbert, ne relèvent pas de la catégorie de l'accident. Cela dit, et je crois que c'est très important, il n'y a pas une définition possible des risques, il y a de multiples définitions, et elles peuvent avoir des fonctions tout à fait différentes, et des définitions qui ne se recoupent aucunement peuvent finalement d'ailleurs être intégrées dans une même démarche théorique. Alors, avant d'entrer dans le détail de cette typologie, je voudrais revenir sur le paysage qui est celui des risques aujourd'hui. Disons que nous sommes confrontés désormais à un paysage relativement homogène. Autrefois, il n'était pas possible de subsumer sous la même catégorie tous les types de risques. Or, aujourd'hui, il est très difficile de trouver des risques qui, d'une manière ou d'une autre, ne soient pas liés à des techniques, des technologies. Imaginez par exemple que nous soyons menacés dans X années par un astéroïde géocroiseur, j'adore cette expression, eh bien là encore, l'aspect technique pour tenter de réduire, voire de supprimer le risque, serait important. Il va sans dire que le changement climatique, aujourd'hui, fait que, même si on ne peut pas du tout dire que la canicule de cet été soit une quelconque manifestation du changement climatique, en revanche, ce qu'on peut dire avec quand même, disons, une bonne part d'arguments sérieux, c'est que probablement elle indique ce que sera le standard climatique à l'avenir, et si l'on en croit Josel, c'est les années 2050. Donc très difficile, premièrement, de faire le départ entre risque et technique. Et si l'on admet ce constat, tout de suite, on doit en dresser un autre. Du coup, il devient très difficile de ne plus faire le lien entre risque et action. Technique, c'est des actions, et donc action humaine, et donc responsabilité humaine. Et du coup, d'ailleurs, nous sommes confrontés à un type de responsabilité nouveau, qui est la responsabilité indirecte, qui ne va pas sans poser certains problèmes. Au-delà de ces deux premiers constats, je voudrais rappeler aussi que de manière générale, et on va le voir que ce n'est pas sans lien avec ce paysage désormais homogène, technologique, du risque, eh bien, nous vivons une époque d'hypersensibilité au risque. Alors très rapidement, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais on pourrait tenter de l'expliquer de deux manières. Première chose que l'on pourrait dire, eh bien, cette hypersensibilité au risque est la conséquence paradoxale, selon la loi de Tocqueville, hein, plus un phénomène se fait rare et plus il devient insupportable, eh bien plus en quelque sorte les menaces et surtout la réalisation des dommages se fait rare, et on pourrait le montrer sur toutes sortes de domaines, et plus nous y devenons en quelque sorte allergiques. Disons que la seconde moitié du XXe siècle a permis d'accréditer l'idée suivante: chacun d'entre nous naît avec une sorte de capital d'existence et de jouissance quasi assurée. Et nous savons que seule l'incurie ou la cupidité d'autrui peut y mettre fin ou l'altérer. Ce qui, effectivement, n'incite pas à l'amabilité.
Ça, c'est la première chose. Mais je crois que cette hypersensibilité traduit aussi, et c'est ce que je vais essayer de montrer par la suite, traduit aussi une sorte de conscience sourde, justement, de la nouveauté de certains risques et surtout, je dirais, d'un franchissement de seuil en matière de dommages possibles. Dans certains cas, peut-être même probables. Alors, j'en arrive à cette typologie. Comment fonctionne-t-elle? Eh bien, c'est en fait là, elle n'est pas de mon seul fait. Nous étions deux pour la faire. Un collègue qui s'appelle Jean-Louis Hermine, dont la spécialité est le knowledge management. Eh bien, au fond, au-delà de sa méthode propre, c'est la vieille méthode qu'on trouve dans le sophiste de Platon, la dichotomie. Alors, on part d'une catégorie générale, celle de risque, et puis chaque fois, on va la subdiviser en deux sous-catégories. Alors, en termes plus modernes, ces deux sous-catégories se répartissent avec un axe d'opposition sémantique qui, du moins l'espère-t-on, donne une espèce d'apparence naturelle à l'opposition à laquelle on aboutit. Alors on peut partir de la catégorie la plus générale, celle de risques technologiques, et tout de suite on peut répartir ces risques technologiques en risques technologiques indirects et directs. Je laisse tomber dans un premier temps les risques technologiques directs et je m'intéresse aux risques technologiques indirects. Alors, le risque technologique indirect lui-même, évidemment, se subdivise en deux sous-catégories. Et là, tout simplement, on a affaire à certains risques technologiques indirects qui relèvent d'une intention, malveillance, en général, le terrorisme, parfois, et dans l'autre cas, mais précisément, il n'y a aucune intention, c'est tout simplement l'insertion d'un procédé technique ou d'une technique nouvelle, d'un ensemble de techniques nouveaux qui, dans un premier temps, peut occasionner un certain nombre de dommages qui ne sont absolument pas volontaires et en général résorbables. Alors, tout le monde sait depuis le 11 septembre 2001 que nous avons franchi un seuil en matière de terrorisme. Alors, contrairement à ce qu'on a dit souvent, en fait, on n'a pas attendu le 11 septembre 2001 pour que l'on prenne au sérieux la catégorie d'hyper-terrorisme. Je vais vous en donner quelques éléments de preuve, en quelque sorte. Durant le mois de juillet, enfin durant l'été d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs choses, allez voir, qui se chevauchent, les services de sécurité de la ville de New York avaient envisagé plusieurs hyper-attentats. Par exemple, le fait de couler un ferry, ça pourrait occasionner de 8 à 10 000 morts. Et ils étaient allés jusqu'à envisager une attaque chimique qui aurait pu faire mourir jusqu'à 25 000 personnes. Mais de manière plus générale, il y a eu un programme aux États-Unis durant, alors cette fois-ci très précisément la période de juillet 2001, avec un programme qui s'appelait Dark Winter, où on a effectivement essayé de simuler une attaque bactériologique contre les États-Unis, et on avait alors imaginé que dans le pire des cas, c'est-à-dire avec une réussite, eh bien on aurait pu arriver jusqu'à un chiffre de 3 millions de morts. Alors, on ne s'arrête pas dans le crescendo. Un documentaire de la BBC a essayé de construire une simulation où l'on arrivait à 60 millions de morts. Alors vous allez me dire, tout ça, ce ne sont que de pures fantaisies. Non, l'Académie des sciences nord-américaines a rendu en 2002 un rapport accréditant la possibilité, pour un petit groupe d'hommes, avec un seul acte terrorisme, effectivement, de pouvoir produire des destructions, démographiquement parlant, massives. Alors là, on voit, et j'y reviendrai tout à l'heure, le franchissement d'un seuil important. Alors, j'ai un petit problème, peut-être que je... Oui. Voilà. Donc, j'en arrive à la... Alors, je suis allé trop vite, il faudrait que je remonte, excusez-moi. Alors, j'en arrive cette fois-ci à la catégorie de risque technologique direct, qui elle-même, toujours selon le même principe, peut se subdiviser à nouveau en deux sous-catégories. Et là, on pourrait distinguer le risque technologique direct symbolique, je vais essayer de définir après, et le risque technologique direct matériel. Comme tout à l'heure, je laisse tomber le risque technologique direct matériel et je m'occupe du risque technologique direct symbolique. Alors on peut lui donner la définition suivante, mais on peut aussi l'entendre en un sens un petit peu plus large. On peut voir dans le risque symbolique un risque qui se caractérise de la façon suivante, c'est-à-dire que le flux de danger
n'est pas à proprement parler un flux matériel, il ne procède pas directement du dispositif technique, mais soit des représentations qui accompagnent ce dispositif, soit encore des représentations qu'il suscite. On peut imaginer, alors de façon on pourrait interpréter comme ça, c'est peut-être contestable, des choses très très simples comme la mise sur le marché des premières voitures dotées d'un ABS. Eh bien, les premiers propriétaires de voitures dotées d'un ABS imaginaient que c'était pas l'ABS dans un premier temps, si l'ABS aussi, et il y a le problème des airbags. Alors, prenons les airbags, imaginaient que ce dispositif-là dispensait d'attacher sa ceinture. Et donc les premières voitures se sont montrées plus meurtrières que les voitures qui ne disposaient pas d'un tel dispositif. On a vu à peu près la même chose, constaté le même genre de phénomène avec l'ABS. Mais maintenant, portons-nous à un niveau supérieur et imaginons un risque de type symbolique qui pourrait avoir des effets majeurs. Donc là, vous allez voir, le champ des possibles est très ouvert. Et cette fois-ci, bon, je le réinterpréter avec cette façon de voir les choses, mais ce qui est important de voir, c'est que effectivement, certains risques, dans un premier temps, n'auront aucune incidence matérielle dommageable, mais pourraient avoir des incidences matérielles dommageables à la suite d'une altération d'un certain nombre d'idéaux qui sont fondateurs pour le fonctionnement de la société. Par exemple, et ça j'y reviendrai à la fin, je voudrais insister beaucoup là-dessus, par exemple l'idée que l'on se fait de l'humanité. Je vous donne un exemple que je tire d'un généticien américain qui s'appelle Lee Silver. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on voulait améliorer le sort de sa progéniture, eh bien, on veillait à ses fréquentations, on veillait à l'école qu'il pouvait fréquenter. Tout ça, nous disent ces généticiens, est complètement dépassé. Nous avons des moyens techniques d'assurer un avenir beaucoup plus sûr à vos enfants. Il suffirait, nous disent ces généticiens, de procéder à une amélioration de leur génome, de supprimer certains des gènes éventuellement délétères, et puis surtout d'enrichir le génome avec des gènes qui seraient porteurs de caractéristiques intéressantes. Alors évidemment, ce genre de choses pourra coûter très cher, et le problème, c'est à la seconde génération de ne perdre ni l'investissement au sens capitalistique du terme, ni son investissement au sens génétique du terme. Et alors, nous disent ces généticiens, nous avons la solution à ce problème, il suffirait que chaque fois que nous allons procéder à une amélioration du génome d'un individu, d'intervenir sur les molécules de liaison entre ovules et spermatozoïdes, de telle sorte que seuls les gens qui auraient bénéficié d'une amélioration génétique soient interféconds. Et comme vous le savez, l'interfécondité, c'est un des critères de la spécificité. Et donc, au bout de quelques générations, si l'on prend en sérieux ce qui n'est pour l'heure qu'une fiction, au bout de quelques générations, nous aurions toujours un genre humain, rassurez-vous, mais avec 2 espèces humaines. Alors, très rapidement, vous savez que cette situation s'est probablement produite il y a à peu près 40 000 ans, lorsque Sapiens sapiens et Sapiens néanderthalensis ont cohabité. Vous savez que ça s'est probablement très mal terminé, puisqu'il semblerait que nous n'avons aucun gène hérité de Sapiens néanderthalensis, mais laissons ça de côté. Si je reprends ma grille d'analyse avec mon flux de danger en passant et procédant même des représentations, eh bien cette fois-ci, j'aurai un dispositif technique qui viendrait altérer ce qui, depuis la philosophie des Lumières, est le dispositif représentationnel qui fonde le principe de l'égalité en droit des individus. C'est tout simplement une conséquence de l'idée de raison telle que les Lumières l'ont forgée, à savoir la faculté de l'universel. Si je fonde la nature humaine sur l'universel, il va de soi que tous les hommes sont égaux. Parce que par définition, ils ont tous en partage la même nature. Or là, nous aurions affaire à la production volontaire, au bout d'un certain temps sans doute volontaire, de 2 espèces conçues hiérarchiquement. Et il y aurait donc une contradiction entre les représentations que viendrait étayer un nouveau dispositif et les représentations qui jusqu'alors fondaient nos systèmes juridiques. Alors voilà ce que pourrait être un risque symbolique. De manière générale, il faut savoir que vous avez toute une littérature aujourd'hui, alors très riche aux États-Unis, Beyond Humanity, où le slogan en quelque sorte, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est aller au-delà de l'humain. Il y a toutes sortes de manières de réaliser ce genre de fantasme. Ce qui m'intéresse pour l'heure, c'est que c'est déjà plus qu'un fantasme, puisque vous avez déjà des programmes de recherche qui œuvrent en ce sens.
à des degrés d'ailleurs différents. On pourra y revenir si vous voulez dans la discussion. Alors, voilà pour ce risque symbolique. J'en reviens donc maintenant au risque technologique direct matériel. Et comme vous vous y attendez, on va pouvoir à son tour le subdiviser. Et subdiviser entre risque technologique direct matériel, accidentel, immédiat d'un côté, et risque technologique direct matériel, différé de l'autre. Alors, je vais peut-être commencer par les risques technologiques directs matériels. Avec, là aussi, il est possible de faire le départ entre ce qui peut apparaître comme mineur et ce qui peut apparaître majeur, alors en ayant d'ailleurs en fait des critères potentiellement différents. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de pouvoir penser, alors qu'à l'avenir, et dans un avenir à l'horizon de quelques décennies, eh bien là aussi, cette catégorie de risque accidentel majeur peut très bien aussi changer d'échelle. Alors là, toujours du côté des États-Unis, vous avez aujourd'hui, alors à la suite des spéculations peut-être d'un futurologue californien qui s'appelle Vinge, l'idée que nous pourrions être confrontés à ce qu'il appelle la singularité, c'est-à-dire un saut en termes de puissance des technologies du fait de la convergence entre le génie moléculaire, ce qu'on appelle les nanotechnologies, le génie génétique et le génie informatique, avec la possibilité de mettre au point des nanomachines qui s'autorépliqueraient d'elles-mêmes. Là, vous avez toutes les spéculations, et plus que les spéculations d'Eric Drexler, qui a été un des fondateurs de ce qu'on appelle le programme de recherche des nanotechnologies, et le fait de pouvoir imaginer effectivement qu'à la suite, par exemple, d'un dérapage, eh bien, on laisse fuir de quelque part ces nanomachines avec cette possibilité de se multiplier avec une allure exponentielle, et donc d'imaginer que ces micro-organismes artificiels l'emportent sur tous les micro-organismes naturels, et puis finalement se mettent à dévorer toute la matière organique, et pour reprendre les spéculations qu'on trouve dans certains de ces textes, eh bien dévorent toute la vie sur tout un continent en quelques jours. Donc là, vous voyez que dans ce genre de spéculation, on a un franchissement de seuil. Mais c'est encore une fois pas simplement une spéculation. Toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de trancher et de savoir si de tels assembleurs moléculaires avec cette caractéristique de l'autoréplication sont effectivement possibles ou non. Il n'est pas possible de trancher pour l'heure, mais encore une fois, vous avez des programmes de recherche, d'ores et déjà, qui œuvrent en ce sens. Alors, j'en arrive maintenant à ce qui... Alors cette fois-ci, on n'est plus du tout dans la fiction, mais on va revenir directement dans une réalité assez proche. Eh bien, c'est l'autre catégorie possible en matière de risques technologiques directs matériels, ce sont les risques technologiques directs matériels, mais différés. Alors, cette catégorie peut elle-même donner lieu à deux sous-catégories. On peut avoir affaire aux risques différés environnementaux globaux et aux risques individuels sanitaires, eux-mêmes différés. Alors, que peut-on entendre par un risque environnemental global différé? Me semble-t-il, la première des caractéristiques sur laquelle il convient d'insister, eh bien, c'est que ces risques-là procèdent du fonctionnement tout à fait ordinaire, le plus ordinaire possible des technologies les plus ordinaires, d'une part. D'autre part, ils ne sont pas de type accidentel, ils sont de type graduel, même si, effectivement, on peut, à un moment donné, imaginer ce qu'on pourrait appeler un franchissement de seuil. Alors, leur caractéristique essentielle, c'est le différement, c'est-à-dire, en quelque sorte, l'espace temporel qui existe entre le moment où le mécanisme qui engendre le danger, le mécanisme syndinogène se met en marche, et le moment de la survenue des dommages. Alors, la survenue, c'est même trop dire. Si l'on regarde le changement climatique, on aura affaire à un processus de dégradation graduelle, ce qui n'est pas simple. Prenons le changement climatique. Grosso modo, ce que nous accumulons aujourd'hui dans l'atmosphère, eh bien, produira des conséquences en termes de dommages entre 30 et 50 ans plus tard.
aujourd'hui, c'est probablement le degré de concentration produit 30 ou 50 ans avant dont nous voyons peut-être les premiers effets. Alors, ce côté diffèrement est inséparable de l'inertie des systèmes appliqués. Si je considère toujours l'exemple du changement climatique, les valeurs que l'on donne, la fourchette que donne l'IPCC à la fin du siècle en termes d'évolution possible de la température, donc la fourchette 1,4 degrés, 5,8 degrés, c'est une fourchette à la fin du siècle, alors qui présente deux types d'incertitudes, celle produite par les modèles, mais celle aussi produite par les scénarios énergétiques que l'on introduit à l'intérieur de ces modèles. Simplement, très rapide commentaire, la moyenne que l'on donne, c'est une moyenne planétaire. Si vous regardez les conséquences en termes d'élévation de la température auxquelles on devrait s'attendre dans les régions tempérées, elles avoisineront un chiffre qui est le double de celui de la moyenne. Et si vous considérez les hautes latitudes, au-delà du 70e parallèle, on peut augmenter le chiffre moyen par un facteur 3, voire un facteur 4. Surtout aussi, il faut bien considérer que le chiffre que l'on donne là, ce n'est pas le chiffre terminal. La température continuera à augmenter au-delà de la fin du siècle, même si nous sommes, est-ce que j'espère, ce qui sera le cas, entrés dans une dynamique de réduction. Ensuite, on a une stabilisation à une certaine hauteur, et au moins pour certains effets du changement climatique, les choses pourraient durer 1000 ans, voire plus, et en tout cas, nous ne reviendrons jamais au système climatique antérieur. Alors, ce qui est très gênant dans avec ce genre de risque, c'est qu'en quelque sorte, il nous confronte à l'alternative suivante. Soit nous cherchons à prévenir précocement le risque, le plus précocement possible, soit nous prenons au second degré le risque d'être ensuite confrontés à une situation dommageable, gravissime, et qui ne cessera de s'aggraver. D'où, c'est sans doute prendre un risque énorme que d'attendre la survenue des dommages. Et là, nous sommes en quelque sorte pris à revers par rapport à nos schèmes mentaux traditionnels où on aurait plutôt tendance à attendre la catastrophe pour en quelque sorte se ressaisir et réagir. Avec ce type de risque différé, avec l'inertie dont ils sont inséparables, eh bien, la réaction post-catastrophe est très hasardeuse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver un analogue de ce genre de risque dans le domaine sanitaire. On peut retrouver le différement. Par exemple, si on prend l'ESB, pensez à la fourchette qu'on avait donnée, sans doute qu'on doit réviser à la baisse, mais la fourchette qui avait été donnée, je crois, en décembre, dans le Lancet, en décembre 1996. On disait que le nombre de victimes pouvait osciller entre 100 000 et 1 million, je crois. Eh bien, le problème était d'être confronté à un mode de diffusion de la maladie qu'on ne contrôlait pas, à l'impossibilité de pouvoir identifier les porteurs et de toute façon à l'impossibilité de curer, de soigner. Et donc, laisser filer les causes éventuelles de la contamination, c'était prendre le risque ensuite d'être confronté à une hauteur de dommages extrêmement sensible, le moins qu'on puisse dire, tout en étant là aussi impuissant. Alors, vous avez dans d'autres cas, souvenez-vous par exemple de ce qui avait été le cas avec le Distilbène, où les effets n'apparaissaient pas chez les femmes enceintes qui avaient entre, je crois, je dis ça de mémoire, entre la 6e et la 11e semaine de grossesse ingéré cette molécule, mais sur les enfants à qui elles avaient donné vie, qui, en ce qui concerne les femmes, pouvaient présenter un utérus en T, avoir un risque extrêmement élevé de contracter un cancer de l'utérus, du testicule pour les hommes, etc. Donc là, on peut effectivement trouver qu'il y a une structure analogue dans le domaine sanitaire. Et justement, comme vous le savez, ce sont les deux types de risques, les risques environnementaux globaux d'ailleurs en premier, et ensuite les risques sanitaires qui relèvent de ce qu'on appelle le principe de précaution. Et me semble-t-il, ce serait un des moyens de resserrer les usages possibles de ce principe que de se focaliser justement sur les risques dits différés. Alors je voudrais maintenant très rapidement, en quelque sorte conclure sur donner quelques conclusions par rapport à ce paysage
nouveaux des risques. Tout d'abord, je vous le disais, la première chose, c'est que à partir du moment où les risques comportent désormais une composante technologique, il est difficile de ne pas les relier à l'idée de responsabilité. Mais jusqu'alors, nous étions confrontés à une idée de la responsabilité qui n'est pas sans relation avec ce qu'on a appelé la règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Eh bien, la règle d'or, précisément, ne peut prendre en compte que les effets immédiats sur autrui de nos actions. Et l'idée spontanée que chacun de nous fait de sa responsabilité se limite à la responsabilité directe. Or, nous sommes confrontés aujourd'hui à des causes de dommages, soit déjà actuelles. On évalue par exemple aujourd'hui probablement à 150 000 morts par an les effets du changement climatique. Bon, mais imaginez ce qu'il pourrait être si on atteignait le haut de la fourchette. Il faut que vous sachiez que le haut de la fourchette n'est pas forcément le plus haut possible. Déjà dans le dernier rapport de l'IPCC, on faisait état de la possibilité d'élever la partie supérieure de la fourchette en tenant compte de la réactivité de la biosphère à 8 degrés, ce qui pour la France donnerait 15 degrés et pour la Sibérie 25 degrés. Dites-le à M. Poutine, ça pourra peut-être l'encourager à signer le protocole. On ne sait pas jusqu'où on pourra aller, c'est aussi une caractéristique de ces risques environnementaux globaux. Donc à la fois nous savons que certains actes tout à fait quotidiens, auxquels chacun de nous adhère en quelque sorte, eh bien peuvent, et le pouvoir, ou en tout cas, si vous voulez, la potentialité attachée à ce pouvoir risque de diminuer de plus en plus fortement, et en même temps ça sort totalement de nos schèmes mentaux. Ça, c'est une première conclusion et qui nous place face à une certaine forme de difficulté. Ensuite, autre conclusion, c'est de revenir justement sur les risques nouveaux, même lorsqu'on est confronté à une catégorie, celle de risque majeur qui avait été inventée par Patrick Lagadec au début des années 70, elle peut être révisée en quelque sorte à la hausse avec l'évolution des techniques à venir sur un plan industriel, mais non pas à venir sur le plan de la recherche. Ensuite, en ce qui concerne le risque différé, une de ses caractéristiques, du moins quand on touche les aspects environnementaux, eh bien, c'est qu'il comporte des aspects apocalyptiques. Alors, pas apocalyptique, il ne faut pas l'entendre au pied de la lettre nécessairement. Je crois que imaginez la fin du genre humain. Alors évidemment, si je m'oriente vers mon écophagie tout à l'heure, ça ne ferait pas un pli, mais en dehors de ça, je crois que l'espèce est quand même assez coriace. Et même en imaginant l'hiver nucléaire, ce n'est pas évident que l'espèce disparaisse pour autant. Là n'est pas le problème. Par apocalyptique, il faut entendre des risques dont les dommages seraient démographiquement d'une hauteur qui même pourrait dépasser, si vous voulez, ce qu'on a pu connaître dans les risques naturels les plus forts. Pensez par exemple à la peste noire en Europe. Ensuite, effectivement, autre nouveauté encore, alors là, on est plus dans la prospective, cette idée de risque symbolique. C'est-à-dire cette fois-ci qu'on puisse toucher à des idéaux qui sont quand même complètement chevillés au corps de nos institutions. Par exemple, l'idée d'humanité, mais je vais revenir de façon tout à fait indirecte tout à l'heure. Là aussi, on retrouve le même phénomène avec le terrorisme qu'avec les risques majeurs. C'est-à-dire que, mais là, on est dans l'immédiateté presque. C'est que certaines techniques, là aussi, permettent un franchissement de seuil. Mais je voudrais finir au moins sur cette remarque-là. Évidemment, c'est la question de l'incertitude qui est liée à la plupart de ces risques. Mais je voudrais insister là-dessus. Très souvent, lorsqu'on parle d'incertitude, on la réduit à l'incertitude scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par incertitude scientifique? C'est lorsqu'il y a incertitude sur le ou les effets d'un ou de plusieurs dispositifs techniques sur un ou plusieurs mécanismes naturels, c'est-à-dire spontanés et universels. C'est le cas aujourd'hui, on a un dispositif technique, les molécules de CO2 qui résultent de l'usage de certains dispositifs qui permettent de consommer et d'utiliser de l'énergie d'origine fossile. Il y a des incertitudes quant aux effets de ces molécules liées à d'autres molécules sur le système climatique. Même cas, par exemple, avec les farines animales et le prion. Mais ce ne sont pas les seules incertitudes. Il y a aussi les incertitudes pratiques. Et d'ailleurs, la manière dont nous avons été historiquement confrontés à l'incertitude, c'est plus sur le domaine pratique. Au moment de la catastrophe de Seveso, on ne sait pas exactement
ce qui s'est passé et ce à quoi on doit s'attendre. C'est à peu près dans cette situation que se trouvaient les opérateurs à Three Mile Island, dans la centrale nucléaire, en mars 1979. Donc c'est une incertitude pratique, c'est-à-dire une catastrophe survient et on ne sait pas exactement ce qui se passe et comment les choses peuvent évoluer et dans un second temps, comment l'on peut réagir. Et enfin, je dirais, pour le philosophe que j'essaie d'être, ça n'est pas moins important, il y a aujourd'hui désormais une incertitude idéale qui est tout aussi importante pour nous et qui deviendra à l'avenir probablement de plus en plus importante. Pour les classiques et les modernes, l'idée d'une humanité est quelque chose, et on pourrait même remonter largement au-delà de la période des Lumières, même si on peut ergoter d'une certaine manière, mais prenez par exemple la cité grecque, pour Aristote, ce qui fait d'un homme un homme, c'est qu'il possède la raison, c'est ce qui sépare l'individu libre de l'esclave, et la fin du comportement est très claire, le seul moyen d'être heureux, c'est de permettre en soi l'épanouissement de la raison, sous la forme spéculative par la science et la philosophie, sous la forme pratique par l'action politique, et on y ajoute quand même le plaisir esthétique. Pour Kant, la finalité, c'est l'idée d'humanité. Or aujourd'hui, ça n'est plus évident du tout. Et ça le deviendra de moins en moins. Vous avez toute une littérature, encore une fois, dont le slogan c'est au-delà de l'humain. Et vous avez toutes sortes de dispositifs techniques qui mettent en cause l'idée que nous nous faisons de l'humanité. Et il n'y a plus du tout consensus là-dessus. Alors pour l'heure, là où le consensus est complètement mort, c'est plutôt aux États-Unis, mais il n'y a pas de raison que les choses ne se diffusent pas. Donc cette incertitude concernant les fins s'ajoute à l'incertitude concernant les moyens, qui est beaucoup plus classique. Une chose est de se déterminer sur une fin, mais en général, il y a toujours incertitude sur les moyens qui permettent d'y parvenir. Mais alors aujourd'hui, s'y rajoute l'incertitude sur la fin qu'il convient de poursuivre. Donc voilà, ramasser, si vous voulez, quelques-uns des traits de la nouveauté, des risques. Et j'espère que dans la discussion, on pourra aussi, en quelque sorte, embrayer sur la précaution, parce que si je reviens à la catégorie des risques différés, elle permet entre autres de relativiser le rôle que l'on attribue souvent à l'incertitude en matière de précaution et de relativiser le schéma prévention-précaution. Je vous remercie pour votre attention.